Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation, merci à tous d'être ici. Oui, je suis professeur au Muséum national d'histoire naturelle. Nous nous efforçons de travailler sur la thématique des perturbateurs endocriniens, mais sur plusieurs aspects, notamment la recherche des effets de ces perturbateurs, donc de nouveaux effets, mais aussi la recherche de biomarqueurs d'effets, c'est-à-dire comme la TSH qui peut être mesurée à la naissance. On essaye aussi de trouver de nouvelles façons de prédire et donc de guérir, en tout cas en prévention, des maladies, et notamment neurodéveloppementales. Donc je vais faire un focus sur un petit peu ce qu'on peut faire au laboratoire avec un exemple d'un mélange que nous avons recréé et sur lequel nous travaillons depuis quelques années. Alors, Joël vous en a parlé. Theodora Colborn en 91 fait la conférence de Wingspread. Elle a convié des médecins, des toxicologues pour discuter des effets qui étaient visibles dans la nature. Les médecins avaient rapporté ce qui avait été vu avec le distilbène. Et donc, cette définition avait été évoquée, donc notamment qu'un perturbateur endocrinien va perturber le système hormonal et induire des effets délétères. Et en fait, c'est ce qui a été retenu en 2016 pour la définition et les critères d'applicabilité. Donc, c'est-à-dire pour pouvoir sortir un pesticide ou un biocide du marché, il faut 3 critères qui sont l'activité endocrinienne, donc c'est le mode d'action. Il va falloir prouver que votre molécule va perturber un système hormonal. Il va falloir avoir un effet délétère, donc une maladie. Et il faut un lien plausible, c'est-à-dire d'avoir dans la littérature scientifique des articles qui montrent que sur des modèles animaux ou sur des cellules, au moins, quand vous perturbez cet axe hormonal, vous avez ce type de maladie ou le type de maladie associée. Donc c'est quand même un niveau de preuve qui est bien supérieur à celui qui est exigé par exemple pour la cancérogénèse, puisque là, à partir du moment où on a un cancer et une exposition, ça suffit pour classer une molécule cancérogène. Alors les hormones thyroïdiennes, vous savez à quoi ça sert, mais peut-être pas sur l'ensemble du vivant. En fait, tous les vertébrés ont la même hormone, donc on a tous un pic à un moment de notre vie. Le turbo, c'est pour devenir plat. La grenouille, eh bien, c'est pour devenir une grenouille. Un tétard, pour se métamorphoser, a besoin d'un pic en hormones thyroïdiennes. Le canari a besoin d'un pic en hormones thyroïdiennes pour pouvoir éclore, pour pouvoir casser la coquille. Et les mammifères, donc la souris comme l'homme, a besoin d'un pic en hormones thyroïdiennes après la naissance, donc 3 jours pour l'homme, 15 jours pour la souris, afin de maturer son cerveau. Et c'est pour ça que le crétin des Alpes, qui n'avait pas assez d'iode, donc pas assez d'hormones pendant la grossesse, mais aussi à la naissance, eh bien, n'avait pas la possibilité de maturer correctement le cerveau. Et c'est aussi pour ça que plus on attend dans le traitement, et moins les effets réversibles peuvent se faire voir. Donc on a un très bon modèle en fait avec le modèle amphibien, puisque un pic en hormones va nous permettre de voir une métamorphose. Alors ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on ne connaît pas tout de l'endocrinologie. On a la recherche fondamentale continue à essayer de comprendre un peu les mécanismes et les fonctions associées avec les hormones. Donc là, depuis 2000, en fait, on a acquis de nouvelles connaissances concernant les hormones thyroïdiennes. Notamment, on ne pensait pas que des mutations dans les récepteurs aux hormones alpha et bêta étaient délétères chez l'homme, et on a reconnu, de nouvelles mutations ont été décrites. Les transporteurs membranaires pour les hormones, donc vous avez dû apprendre comme moi que les hormones passaient facilement et par diffusion facilitée la membrane des cellules. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. En tout cas, pour les hormones, il y a des transporteurs spécifiques, le MCT8, le OATP1C1, qui vont permettre l'entrée des hormones dans la cellule, mais aussi la sortie. Vous avez aussi un rôle dans la maturation et le devenir des cellules. Les cellules souches neurales ont besoin d'une signalisation, d'un pic léger en hormones thyroïdiennes, et ça va permettre de définir leur destin. Est-ce que ça va plutôt devenir un OPC, donc un progéniteur des cellules oligodendriales, ou plutôt un NPC, des progéniteurs neuraux? Tout ça, vous voyez, c'est dans les années 2000-2010.
Et puis, on a aussi arrêté de penser que le placenta était un filtre absolu et qu'on n'avait absolument pas besoin d'hormones thyroïdiennes pendant la grossesse. On s'est rendu compte que c'était complètement faux. Il y a un besoin en hormones régulé, précis, mais il y a un besoin en hormones puisqu'il y a une expression de ces transporteurs dans le placenta, mais il y a aussi des corrélations qui ont été faites entre un manque d'hormones pendant la grossesse et le QI des enfants à 7 ou 8 ans. Donc là, je vous montre juste l'étude de Tim Corrivar en 2016 dans le Lancet qui avait montré qu'on avait une baisse du QI des enfants à 6-8 ans quand les concentrations en T4 libre de la mère pendant le début de la grossesse étaient soit trop faibles, soit trop fortes, mais on reste dans des niveaux qui sont non pathologiques. Et enfin, on a l'impact en fait de produits chimiques qui pourraient soit prendre la place d'hormones, c'est rarement le cas, mais en tout cas empêcher le bon fonctionnement de ces hormones. Donc si on résume ça sur un schéma donc de Marie Gilbert de l'EPA, vous avez donc cette production d'hormones thyroïdiennes qui est au niveau de la glande, avec ce rétrocontrôle négatif au niveau hypothalamique et hypophysaire. Et ces hormones vont être transportées avec des protéines distributrices. Donc on peut avoir déjà à ce niveau-là, donc à chaque petit point jaune, vous avez un niveau d'interaction possible entre un produit chimique et une protéine qui va empêcher l'hormone de faire son action. Et donc si vous rajoutez le compartiment donc, fœtal, vous avez donc l'entrée d'hormones qui peut être bloquée et donc qui peut être aussi délétère pour le fonctionnement. Donc c'est vrai qu'on a fait, et on en entend beaucoup parler des 1000 premiers jours, mais c'est notamment très important pour les hormones thyroïdiennes. Et puis à cela, on rajoute le fait que, comme Joël vous en a parlé, on a une multitude de produits chimiques qui peuvent avoir des effets de perturbation. Donc ça, c'est un travail qu'avait fait Andreas Kortenkamp en montrant que si on prend 6 produits chimiques en dessous des normes réglementaires, mais à l'état de trace, en fait, si on les cumule et que toutes ont la même fonction, eh bien, on dépasse en fait le niveau et le seuil d'alerte avec une problématique qui peut arriver. Donc, en réglementant des molécules une par une, finalement, on n'arrive pas à avoir une protection de la santé correcte. Et puis, quand vous cumulez à ça le fait que vous en ayez dans les jouets, les cosmétiques, dans l'air intérieur, la nourriture ou les médicaments, eh bien, vous augmentez votre propension à être exposé à des molécules qui perturbent. Donc, malgré les évidences scientifiques d'une toxicité des mélanges, eh bien, la réglementation, pour l'instant, ne prend pas en compte ces mélanges. Donc, c'est à vous d'avoir ça en tête. Donc je vais vous montrer, nous, comment on a abordé le problème. On s'est posé la question des effets d'un mélange sur le développement de la thyroïde et quelles sont les conséquences au niveau du développement cérébral et aussi au niveau de la thyroïde. Donc la première chose a été de déterminer le mélange. Alors, c'est dans un papier de Tracy Woodruff en 2011, elle avait montré donc, que toutes les femmes, enceintes ou non, étaient contaminées avec une trentaine de produits. Mais ce qui nous avait frappé en lisant le papier, c'est qu'il y avait 15 produits qui étaient ubiquitaires. Toutes les femmes les avaient. Alors, chaque barre représente une femme, donc vous pouvez voir qu'en fait, les catégories de produits sont plutôt bien conservées. Vous avez donc la cotinine, non pas, c'est plutôt lié à la consommation de tabac, mais vous avez les métaux lourds, les pesticides organochlorés, les polybromés qui ont remplacé les PCB dans tout ce qui est isolation contre le feu, les polyaromatiques ou les phtalates. Et nous avons donc regardé les 15 molécules qui étaient ubiquitaires, et donc vous pouvez voir que vous avez des pesticides, donc les pesticides héritables, ceux qui sont tellement persistants que même après leur interdiction, on continue d'en avoir et d'être exposé. Donc c'est le cas pour le 4,4'-DDE qui est le métabolite du DDT, et on a aussi l'hexachlorobenzène. Vous avez les perfluorés qui sont tout ce qui est anti-déperlant, en fait, anti-taches, tout ce qui va être isolant sur l'ameublement, les tissus, les poêles à frire. Vous avez les composés halogénés, donc certains PCB qui sont aussi persistants. Le perchlorate de sodium qui peut se retrouver dans l'eau ou à côté d'un aéroport. Et puis les phtalates qui sont plutôt normalement vite éliminés, mais on est tellement exposé qu'on en a tous dans le sang. Et des métaux lourds, des colorants ou des composés phénoliques comme le bisphénol A, le triclosan qui est utilisé dans certains cosmétiques ou les filtres anti-UV.
Eh bien, nous avons ensuite testé ce mélange sur un modèle amphibien. Alors, plutôt que de le faire pendant toute la métamorphose, on a un test qui nous permet de mimer en fait cet effet sur la métamorphose en utilisant un rapporteur avec de la protéine fluorescente verte. En fait, plus on met de l'hormone et plus on a le tétard qui exprime de la protéine fluorescente verte, c'est ce que vous voyez là. En fait, on rajoute de l'hormone dans l'eau et le tétard devient vert. Et bien là, en fait, quand on mettait la même quantité d'hormones plus le mélange à une concentration 10 fois supérieure à ce qui était retrouvé dans le liquide amniotique, donc là c'est le mélange des 15 produits, eh bien on avait une surreprésentation, en fait une suractivité des hormones thyroïdiennes. Donc c'est ce que vous voyez ici, vous avez une quantification de la fluorescence, un doublement et 3 doses de notre mélange de 15 produits, et on avait déjà un effet avec le mélange donc à la concentration retrouvée dans le liquide amniotique ou 10 fois supérieure. Donc ça nous avait, on s'était dit, notre mélange mime les hormones. Alors, c'est pas pour ça que c'est bien, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec la courbe en U de Tim Corrivar, trop d'hormones, c'est aussi néfaste que pas assez. Donc, en tout cas, on avait publié ça dans Scientific Report en 2017. Mais on s'est quand même posé la question, on s'est dit finalement, on avait fait une exposition courte de 3 jours, et si on rallongeait un petit peu cette exposition au mélange? Donc en partant vraiment et en couvrant toute la neurogénèse. Donc on les a exposés pendant toute cette période-là du développement, donc du stade à haricot, bourgeon neural, et vous voyez jusqu'à un stade qui correspond à celui qu'on avait regardé. On a utilisé deux produits, le mix à la concentration retrouvée dans le liquide amniotique humain et la T4 à une concentration qui correspond à celle du pic en hormones. On a regardé le mouvement de nos tétards. Donc là, en fait, c'est assez simple. On met les tétards dans une boîte, il y a une caméra infrarouge et ça nous permet d'enregistrer le mouvement de nos tétards. Donc les tétards ont été exposés soit au mix amniotique à la concentration ANX, soit à la T4. Et comme vous pouvez voir, en fait, ils bougent plus dans les phases où il y a de la lumière. Donc c'est ce que vous voyez ici. Donc ça, les contrôles, c'est en noir. Ils bougent plus. Et en fait, on voit que quand les animaux ont été exposés, que ce soit au mix ou avec l'hormone thyroïdienne, on a une réduction en fait, de leur mobilité. Donc ça confirmait l'effet un peu T3-like. On mimait les hormones thyroïdiennes. Et on a voulu regarder l'impact que ça avait sur l'expression des gènes dans le cerveau. Donc toujours dans cette idée d'avoir un petit peu une vision un peu plus globale de ce qui se passait. Donc là, on a récupéré les cerveaux de nos petits tétards, on a fait de l'extraction ARN et on a fait du séquençage ARN. On s'est rendu compte que, en fait, ce n'étaient pas du tout les mêmes gènes qui étaient dérégulés, finalement, quand on mettait de l'hormone thyroïdienne ou du mix. Et ce qui nous a frappé, c'est qu'un des gènes qui était complètement différentiellement exprimé, c'était le gène de la TSH. La TSH, qui est donc l'hormone hypophysaire, hein, qui est testée à la naissance. Et donc vous pouvez voir qu'elle est surexprimée quand on met du mix, et elle est sous-exprimée quand on met de la T4. Alors le fait quand on met de la T4 que ça sous-exprime la TSH c'est plutôt logique, puisqu'on est en hyperthyroxinémie, donc on va réduire avec le rétrocontrôle négatif cette production de TSH. Et bien là on a une hypothyroxinémie qui est induite par le mix. Donc voilà, c'est vraiment, ça corrèle un petit peu ce qu'on voit chez d'autres vertébrés, hein, avec donc cette détection précoce. Donc voilà, on a confirmé ça avec de la PCR quantitative sur un plus grand nombre d'animaux, et on a aussi vu qu'on avait vraiment des gènes, donc le MCT8 dont je vous ai parlé tout à l'heure, le BDNF qui est un facteur neurotrophique. En fait, tout ça, c'était régulé de façon inversée entre le mélange et notre hormone, donc ce qui suggère quand même deux conditions complètement différentes. On a un cerveau plutôt hypothyroxinémique avec le mélange, tandis qu'on aurait un cerveau plutôt hyperthyroxinémique avec la T4. Donc ça, c'est la conclusion de ces premières expériences. Hein. On a le même phénotype avec une baisse de mobilité. On a des signatures moléculaires qui sont pourtant complètement distinctes. On a ce gène qui est un master gene, hein, dans la régulation, donc vraiment tout en haut de la voie de signalisation, qui est complètement dérégulé au stade embryonnaire. Donc ça, si on transpose chez les autres vertébrés, ça peut vraiment induire des problèmes qui sont pérennes et qui pourraient expliquer en partie les facteurs neurologiques et les baisses de QI qu'on voit chez certains enfants.
On essaye de mesurer et on essaye à l'heure actuelle d'évaluer l'effet potentiellement bénéfique de compenser l'exposition embryonnaire à ce mélange avec une compensation en iode qui viendrait contrebalancer en fait l'adaptation que le corps doit mettre en place face à cette agression chimique. Et donc ça c'est fait dans le cadre du master du docteur Rano Barter. Alors là, je vais vous parler d'autres équipes que notre équipe a travaillé sur le même mélange, et c'est pour vous montrer la diversité des conséquences en fait de l'exposition à ce produit-là. Et en fait, il y a le professeur Boris Zalk qui travaille à l'Institut du cerveau qui a regardé l'impact sur la remyélinisation. Donc là, on est plutôt donc dans le cadre d'un effet comme sur de la sclérose en plaques. Donc il a un modèle aussi d'amphibien qui exprime de la protéine fluorescente verte dans les oligodendrocytes, donc les cellules qui vont permettre la gaine de myéline, mais aussi une enzyme qui s'appelle la nitroréductase. Pour faire simple, quand on met un produit dans l'eau, en fait, il y a une dégradation qui est faite par la nitroréductase dans un substrat qui est toxique. Et donc, ça veut dire que quand on va mettre ce produit dans l'eau, on va tuer les cellules qui expriment la nitroréductase, et donc ici, là, les oligodendrocytes. C'est ce que vous voyez ici sur donc un nerf optique. Vous voyez tous les petits oligodendrocytes qui sont ici. Après 10 jours d'exposition à ce produit métronidazole, on a invalidé, en fait, on a tuer les oligodendrocytes de façon spécifique, et en fait on va laisser, ensuite on retire le produit et on regarde comment ces oligodendrocytes réapparaissent. Donc vous avez 3 jours de recovery, on les laisse revenir, et à 8 jours on est revenu quasiment avec un nombre d'oligodendrocytes qui est normal. Et bien là on a regardé l'impact du mélange sur cette recovery. Comme vous pouvez voir ici, après 10 jours d'exposition, on a plus d'oligodendrocytes ou très peu, et puis après 3 jours on a récupéré une partie de nos oligodendrocytes, et quand on regarde le mélange à des faibles concentrations et de plus en plus faibles, eh bien vous pouvez voir qu'à la concentration 1x on a une légère diminution du nombre d'oligodendrocytes qui sont réapparus, on a une très forte diminution quand on est avec une concentration plus faible. Et donc là, je souligne ce qu'a dit tout à l'heure Joël, c'est-à-dire on peut avoir des effets non monotones avec des effets qui sont plus forts avec des faibles concentrations. Et il y a un autre test qu'ils ont fait, c'est de regarder la capacité de mobilité. En fait, on fait comme si un prédateur arrivait sur le tétard et il l'évite. Donc c'est le test de avoidance. Donc le nombre de fois où le tétard est capable d'éviter ce prédateur, alors il est très faible quand on n'a plus d'oligodendrocytes, puisque c'est ce qui permet le mouvement. Et en fait, on a aussi donc une baisse à cette concentration plus faible finalement que celle qui est retrouvée dans le liquide amniotique, qui empêche le tétard, puisqu'il n'a plus d'oligo, de se mouvoir. Je vous donne un dernier exemple, parce que je pense que là, j'ai été un petit peu long. Sur les cellules souches neurales, en fait, je vous ai dit tout à l'heure que l'hormone thyroïdienne avait un rôle dans la décision, est-ce que ça va devenir plutôt un progéniteur neural ou un progéniteur glial? Eh bien, on a regardé aussi l'effet de ce mélange. Donc, comment on fait ça? On récupère les zones sous-ventriculaires dans les cerveaux de souris. On met ces cellules souches en prolifération. Donc, il y a déjà des cellules progénitrices et des cellules souches. On les met en prolifération et ça fait des sphères, ce qu'on appelle des neurosphères. Après 7 jours de prolifération, on va regarder la prolifération et la mort cellulaire. Les résultats qu'on a obtenus, en fait, sont qu'on a une réduction de la taille des neurosphères quand on met de l'hormone. Donc ça, c'était plutôt connu. En fait, on va pousser quand on met de l'hormone à la différenciation, et donc ces cellules vont plutôt migrer hors de la sphère. Par contre, ce qui n'était quand même pas attendu, c'est des effets encore là forts avec le mélange à la concentration plus faible que ce qui est retrouvé dans le liquide amniotique ou à la concentration retrouvée dans le liquide amniotique. Vous voyez, c'est des effets extrêmement significatifs. Mais ce qui est aussi frappant, c'est de voir qu'on réduit très fortement le nombre de molécules qui ont été capables de proliférer. Alors, ce n'est pas de la mort, on a vérifié, ce n'est pas de l'apoptose, c'est que les cellules ne prolifèrent pas, elles sont bloquées dans leur prolifération. Et par contre, quand on regarde donc, le deuxième paramètre, qui est la différenciation cellulaire, donc ces cellules-là qui ont peu proliféré, si on les met en différenciation spontanée, qu'est-ce qu'elles vont devenir? Un neurone ou un oligodendrocyte? Eh bien, la réponse est, elles vont devenir majoritairement des oligodendrocytes. Et donc, vous voyez ici donc
cette comptabilité en fait faite à partir d'immunohistochimie. Et donc là, vous voyez, vous n'avez plus du tout de neurones. On n'a pas réussi à dénombrer des neurones quand les cellules souches ont été exposées à ce mélange. Nous n'avions plus de progéniteurs neuraux. Et ça rappelle un peu ce qu'on avait déjà vu, nous, sur les cerveaux de nos têtards en 2017, où on avait vu qu'on avait moins de neurones, mais ce n'était pas forcément significatif, mais on avait moins, le volume des neurones était différent, était plus petit, et les volumes des oligodendrocytes étaient plus gros. Donc là, on a fait une quantification qui montre qu'on a plus d'oligos et moins de neurones, mais c'est peut-être que les tailles de ces cellules ont été modifiées. Donc ce mélange de 15 molécules va empêcher la remyélinisation du nerf optique chez le xénope, ça va diminuer la prolifération des cellules souches neurales et la taille des neurosphères des souris, et ça va aussi empêcher la différenciation des progéniteurs et précurseurs neuraux. Et là encore, on a des effets qui ressemblent aux hormones, mais finalement, on peut imaginer que ce sont aussi des compensations, et on a des mécanismes complètement différents qui sont mis en place. Il reste du temps ou pas? Oui? Alors, j'ai un quatrième exemple, et là, c'est l'équipe de Michel Pollack à Necker qui a utilisé ce mélange et qui a regardé l'impact que ça pouvait avoir sur la mise en place de la glande thyroïde pendant le développement in utero. Alors, comme je vous le rappelle, mais vous devez le savoir, hein, mais l'hypothyroïdie congénitale, ça touche un enfant sur 3000, donc c'est un défaut de synthèse de développement de la thyroïde, et on a une augmentation du nombre d'hypothyroïdies congénitales avec glande en place depuis une trentaine d'années. Donc ça, c'est l'article de Barry 2016 qui montre qu'on a une multiplication par 4,4 du nombre de cas. Et quand vous regardez le classement des effets sanitaires selon le niveau de preuve issu de la littérature du rapport PEPS, vous avez donc l'exposition à des perturbateurs endocriniens et une association avec une hyperthyroïdie congénitale ou une hypothyroïdie congénitale, on a un niveau de preuve insuffisant. Donc on n'a pas encore à l'heure actuelle une preuve formelle qu'une exposition à des produits chimiques peut invalider et peut induire une hypo ou une hyperthyroïdie à la naissance. Donc eux, comment ils ont fait? Ils ont pris des souris au stade embryonnaire 13,5, ils ont récupéré les explants thyroïdiens et ils ont fait de la culture donc ex vivo et ils ont regardé le mélange, mais ils ont aussi décomposé le mélange en famille. Donc soit les phénols, les halogénés, les pesticides, les métaux lourds et les phtalates pour vérifier que finalement dans le mélange, est-ce que tout le monde induisait les mêmes défauts sur les explants de thyroïde. Donc là, vous avez des photos des explants de thyroïde. Donc vous voyez que, en fait, là, c'est ce qui se passe normalement dans les conditions contrôle avec le DMSO. Le mélange à 2 concentrations va induire une réduction de la taille de ces explants de thyroïde. Et c'est très, très visible, en fait, avec les métaux lourds. Vous avez pourtant quelque chose qui semble plus gros quand vous regardez les phénols ou même les halogénés. Donc ça, c'était déjà intéressant de voir que finalement, le mélange n'induisait pas... en fait, il y avait sûrement des composés dans le mélange qui avaient des fonctions plutôt que d'autres et qui n'induisaient pas forcément les mêmes défauts. Et là, ils ont regardé l'expression des gènes dans les explants thyroïdiens exposés soit au mix, donc à 2 fois la concentration retrouvée dans le liquide amniotique, 1 fois, ou les composés. Et ce que vous pouvez voir, en fait, c'est qu'on avait des éléments qui sont très importants finalement pour la synthèse des hormones thyroïdiennes, la thyroglobuline, qui va être la macroprotéine qui va permettre de récupérer et de tenir la T4 et la T3, la MIT et la DIT aussi. Vous avez le NIS, donc qui est le sympore iodure sodium, à la lame basale des thyréocytes. Et puis vous avez les enzymes en fait, donc de l'oxydation ou les désiodases. Et donc ça a été confirmé. Et donc vous voyez que ce n'est pas forcément la même chose, ce qui est intéressant, entre le mélange et les différentes catégories. Vous avez la même chose avec les métaux, vous avez la même chose avec les phtalates, mais vous n'avez pas la même chose avec les composés halogénés ou avec les phénols, donc ceux qui ont plutôt une demi-vie courte. Et si vous regardez la thyroglobuline, ils ont vérifié sur des immunohistochimies avec un anticorps anti-thyroglobuline, on a bien une diminution, donc ça corrèle, ce qu'ils ont vu avec l'expression dans les thyroïdes fétales, où on a bien une diminution de l'expression de cette thyroglobuline. Et ils ont aussi quantifié la T4 par immuno, et ils ont vu qu'on avait une diminution de la production d'hormones thyroïdiennes de ces glandes quand elles sont exposées au mélange. Donc voilà, j'ai fait vite, mais c'était pour vous montrer un peu la diversité de ces conséquences finalement de l'exposition à un mélange de produits qui sont pourtant ubiquitaires.
en fait, ça empêche le développement. Donc forcément, si on a un développement qui est altéré, on a une production, une synthèse d'hormones qui va altérer, et on en a possiblement un mode d'action plausible entre une exposition à certains produits chimiques pendant le développement embryonnaire et une mauvaise mise en place de la glande. Et ça diffère selon les familles de composés, ça c'est très intéressant. Donc voilà, si vous avez quelques messages à récupérer pour la maison, c'est qu'on est exposé à de nombreuses molécules, à des faibles doses, ça peut avoir des effets biologiques non négligeables lors du développement. On a des stratégies complémentaires, in vivo, ex vivo, qui peuvent être mises en place sur différents modèles afin de compléter en fait, nos connaissances sur les conséquences. Et on essaye aussi de continuer à comprendre comment fonctionnent les hormones et quels sont leurs rôles. Et enfin, le fait que l'évaluation de risque doit absolument prendre en compte ces effets mélange, puisque pour l'instant, nous n'avons une législation qui ne tient en compte que des effets sur des molécules seules, et en plus, souvent les principes actifs quand on parle des pesticides. Voilà, je remercie toutes les personnes qui ont collaboré à ce travail, et puis je vous remercie pour votre attention. Bonne journée.